Bonjour monsieur, merci Bonjour. pour cette invitation à venir discuter avec vous. J'avoue que ce n'est pas tous les jours que je rencontre le président d'une des plus grandes entreprises françaises et l'un des leaders mondiaux dans son domaine, mais surtout, moi, ce que je trouve passionnant, c'est le fait que vous ayez écrit ce livre qui est paru là chez Odile Jacob, le défi urbain, Retrouver le désir de vivre en ville. Moi, j'enseigne notamment à Sciences Po sur les acteurs privés de la ville. Je travaille pas mal aussi sur des sujets de prospective, et c'est vrai que je trouve intéressant, en fait, d'aborder la question du futur des villes par le prisme des acteurs qui font la ville, en fait. Et ça me paraît d'autant plus intéressant que je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période de profond bouleversement. Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de la pandémie. On est évidemment en plein dedans, mais on est aussi à un moment où je crois qu'il y a trois grandes transitions qui se combinent. Il y a la transition écologique, qui est, je crois, évidemment une finalité. Moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est l'idée de dire c'est une inversion des raretés. Avant, l'homme était rare et la nature abondante. Maintenant, c'est l'inverse. La nature est rare et l'homme abondant. Et ça change toutes les raretés et toutes les valeurs. La deuxième, c'est la transition numérique, qui peut être vue comme un moyen, mais je crois notamment que c'est vraiment une révolution de nature anthropologique. J'avais beaucoup apprécié un livre de Dominique Cardon sur la culture numérique, qui disait que ça doit être comparé non pas avec la seconde révolution industrielle, mais beaucoup plus avec la révolution de l'imprimé, dans le sens où ça change radicalement les manières dont on vit, dont on habite, dont on se déplace, dont on apprend. Et puis, je crois que la troisième transition, c'est la transition des mentalités, du fait des deux transitions précédentes, mais aussi parce qu'on voit bien que les nouvelles générations arrivent avec de nouvelles aspirations, de nouvelles valeurs. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre comment, à travers ces transformations, la ville se transforme et comment les opérateurs de la ville vont pouvoir, justement, accompagner ces transformations, s'en saisir pour rendre la ville plus désirable, en fait. Et donc c'est peut-être là-dessus, si vous voulez bien, que j'aimerais qu'on échange un peu sur qui seront les opérateurs de la ville demain, et peut-être déjà voir comment justement vous percevez ces transitions. Peut-être. Voilà, écoutez, oui, d'abord, oui, et peut-être pour commencer à répondre par ça, pourquoi j'ai écrit ce livre. En fait, c'est bon, moi, je suis persuadé que le sujet du changement climatique est absolument majeur devant nous. Alors, la transition écologique, elle est plus large, mais il y a tout le sujet des ressources, des matières premières. Mais le sujet le plus aigu et central aujourd'hui, c'est quand même celui de la lutte contre le changement climatique, qui devient très très prégnant et qui, je pense, va orienter tout. Or, il se trouve que si les 70% des émissions de CO2 dans le monde sont réalisées sur 2% de la surface de la planète, c'est dans les villes. Et donc, on voit bien que si on veut résoudre le problème du changement climatique, il faut s'attaquer à la manière dont sont les villes. Et c'est ça qui va rendre, je pense que c'est une des choses qui devrait permettre de rendre la ville désirable. Parce qu'en fait, si vous voulez, la ville dans l'histoire, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire, on va parler du futur, mais l'histoire, c'est la ville, c'est le lieu de la civilisation, c'est le lieu où quand l'homme a eu plus de temps parce qu'il n'a été pas obligé de passer toute sa journée à chercher le moyen de se nourrir, a eu du temps, et ben, il a fait ville. C'est ça la ville, c'est la civilisation, c'est la fête, c'est le commerce, c'est la richesse. Bon, mais alors aujourd'hui, avec ce problème que je viens d'indiquer, ben, la ville c'est le lieu de la pollution aussi, puisque c'est le problème de ce point de vue-là. Or, je pense qu'on va continuer à avoir une urbanisation qui va continuer. On sera 6,5 milliards en ville alors qu'on est 4,5 milliards aujourd'hui. Donc c'est une partie très très importante. Donc il faut bien évidemment réfléchir à transformer la ville pour qu'elle redevienne un lieu agréable, qui a été en plus très questionné par la pandémie, comme vous venez de le dire. Donc voilà, oui, la ville est au cœur de tous ces changements du monde. Et donc, comment ça va se faire, c'est la question. Quand vous parlez des acteurs de la ville, ils sont très multiples. Et il y a bien évidemment les acteurs politiques, mais il y a les citoyens, et puis il y a les gens qui réalisent ce que les citoyens veulent, donc qu'il s'agisse de l'urbanisme, des bâtiments, qu'il s'agisse des infrastructures de mobilité. Bon. Et c'est ça qu'il va falloir faire évoluer, parce que les deux grands sujets, si vous voulez, sur ce CO2, qui est mon point de départ, l'émission de CO2, c'est les bâtiments et la mobilité. Donc il faut
repenser complètement les bâtiments et la mobilité. Alors, si on se concentre sur le bâtiment, qui est le sujet que je... Mais à mon avis, il est plus facile que le sujet de la mobilité. Et ils sont liés. Mais si on prend le sujet des bâtiments, il y a plein d'acteurs dans le bâtiment. Donc, quel va être le rôle des acteurs? Nous, Saint-Gobain, on fabrique et on distribue des matériaux de construction. Donc, on est un petit élément, on n'est pas le décisionnaire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est quand je regarde la chaîne de la construction, nous, on vend, le personne à qui on vend n'est pas non plus, en général, le décisionnaire. Et la décision, elle est compliquée. Entre, si je prends dans une ville, il y a les autorités qui délivrent des permis qui sont différents, il y a l'architecte qui essaye il y a le bureau d'études, il y a le constructeur, il y a qui a besoin de fabricants, il y a le distributeur, et ça je pense que ça va être de plus en plus important dans le futur, il y a l'usager du bâtiment. Et celui-là, il est en train de devenir très important et de devenir prescripteur. Alors peut-être justement, si je rebondis là-dessus, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que de manière générale, en fait, la plupart des entreprises, quelles qu'elles soient, en fait, cherchent de plus en plus à s'adresser à l'utilisateur final, qu'il s'agisse de l'habitant, de l'usager. Et ça, c'est vrai dans l'ensemble des secteurs, en fait, et notamment dans les secteurs de la ville, en fait. Et justement, traditionnellement, la fabrique des nouveaux quartiers de ville ou des nouveaux logements, comme vous le disiez, elle est très séquentielle. J'ai d'abord la collectivité, puis l'aménageur qui aménage le quartier, puis le promoteur qui disparaît une fois les logements construits. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain que si on va jusqu'au bout en fait, de ce basculement habitant-usager centrique, finalement, ceux qui jouent un rôle clé dans la production et la gestion du logement, ce ne soient pas des acteurs de la construction au sens large, promoteurs, constructeurs, investisseurs, mais plutôt des fournisseurs de services à l'habité, qui seraient par exemple des fournisseurs de services en matière culturelle, en matière de santé, en matière d'apprentissage, en matière, et notamment je pointe toute la question des plateformes. J'en sais rien, comment ça va évoluer. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que ces acteurs travaillent de plus en plus ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on fait le métier de l'autre, mais ça veut dire qu'il y a une plus grande interconnexion entre les acteurs. Je vais vous donner un exemple un peu technique, mais qui, je crois, est parlant et qui est en train de changer pas mal la manière dont on travaille. C'est ce qu'on appelle, et la technologie va jouer un rôle dans l'évolution de la ville, ce qu'on appelle la maquette numérique. Alors, qui d'ailleurs est quelque chose qui, moi, je vois au niveau d'un bâtiment, mais qu'on peut tout à fait envisager au niveau d'une ville. Singapour a pas mal travaillé sur ces sujets-là. C'est quoi la maquette numérique? C'est dire qu'autrefois, vous aviez un architecte qui avait sa planche à dessin, qui avait ses idées, puis après vous aviez l'acteur d'après, le bureau d'études qui reprenait tout, puis vous aviez, il donnait ça à l'entreprise qui reprenait tout, l'utilisateur final, il était d'ailleurs pas important dans le système, et aujourd'hui on va essayer de faire que tous ces acteurs, à partir de logiciels, ils puissent en temps réel savoir ce que l'input des uns et des autres. Donc ils sont obligés d'aller travailler beaucoup plus ensemble. Et ça a un gain de productivité très important. Est-ce qu'à l'occasion de ça, il va y avoir des nouveaux métiers? Ou est-ce que certains de ces acteurs vont évoluer pour faire, j'allais dire, une partie du travail qui était fait par un autre acteur? C'est possible. Moi, j'ai tendance à penser que plutôt chacun va se spécialiser et encore mieux faire son travail, mais en étant beaucoup plus connecté aux autres. Alors là, vous vous positionnez plutôt en fait, dans l'amont de la chaîne de valeur. Si je reviens vraiment du côté de l'usager habitant... Oui, mais l'usager, il va être impliqué... Alors moi, ce que je connais, c'est les bâtiments. Donc, il va être impliqué pour dire ce qu'il veut, plus. Voilà. Mais ce qu'il veut, je ne sais pas si c'est des services on va dire, est-ce que le bâtiment va devenir ça va être un multi-usage. C'est un truc avec la pandémie qui est à la mode. Maintenant, on se dit, on va avoir trop de bureaux et on va transformer des bureaux qui seront en même temps des logements selon les heures j'y crois pas trop à ça. Il peut y avoir des choses multi-usages. Je crois à une modularité dans le temps. Et ça, d'ailleurs, on travaille. Le sujet de la modularité va devenir beaucoup plus important. On le voit beaucoup là actuellement. Mais de dire qu'est-ce que c'est que le service de logement, je ne sais pas très bien. C'est quand même, on est locataire, on est propriétaire, mais
dire qu'on va avoir un service pendant un moment, conceptuellement, je ne sais pas encore très bien ce que ça veut dire. Bah, par exemple, alors si on va évidemment un peu à l'extrême, on pourrait imaginer que demain, les habitants qui utilisent massivement Deliveroo, alors je dis ça, Deliveroo par exemple, ou Uber Eats, je dis ça en ayant bien conscience qu'en disant ça, en réalité, on pourrait très bien avoir deux tendances qui s'opposent. En fait, d'un côté, des habitants qui vont utiliser massivement les nouveaux services de livraison, par exemple à domicile de repas, et puis de l'autre, des habitants qui décident au contraire de faire complètement, de renoncer à ce modèle. Mais si on va jusqu'au bout, ça voudrait dire par exemple que demain, on pourrait imaginer qu'il n'y ait plus besoin de cuisine dans les logements, et, par exemple. Et est-ce que... c'est pas un problème, ça. Mais il n'y aura pas besoin de cuisine, mais il y aura toujours besoin de cloison. Ouais, alors, une autre manière de formuler ma question, c'est que aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, tout ce qui devient une surface lisse et plane devient presque un écran, et que demain, en fait, dans la salle de bain, le miroir va servir en fait finalement de média. Pareil, la porte du frigo, on voit déjà des expériences en ce sens. Qu'est-ce que ces acteurs, en fait, qui seront en fait en mesure d'être justement au plus près de l'usager, comment ils vont transformer en fait la fabrique de la ville et le rôle des acteurs traditionnels? Écoutez, en ce qui concerne le bâtiment, je ne suis pas convaincu que ce soit majeur. Je pense que le hard va rester assez important. C'est comme, j'entends dire, si vous voulez, parlons des technologies de l'intelligence, de la connectivité. Bon. Le gros sujet, ça va être quand même, dans les villes des pays développés, ça va être de rénover l'existant, plus d'ailleurs que de construire. Et rénover avec, si je reprends mon point de départ, beaucoup, si vous voulez, une perspective d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Et en faisant ça, on le rend plus confortable, puisque les deux sont liés. Moi, d'ailleurs, je parle de confort thermique. Et donc, l'idée, c'est quand même, je pense que pour rendre la ville désirable, il faut aussi que les logements, il y ait plus de bien-être. Bon. Est-ce que de mettre des puces partout qui vous disent tout ce qui se passe, ça va permettre de régler ça? Moi, pour vous le dire de façon très simple, je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez l'expression d'une passoire énergétique. Une passoire énergétique connectée, ça reste une passoire énergétique. Donc je pense que si vous voulez traiter le sujet que j'ai en tête, qui me paraît majeur, c'est de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 de la ville et donc des bâtiments, il faut travailler beaucoup l'enveloppe du bâtiment. Et donc, ce que vous appelez les services, ça vient en plus. Mais ce n'est pas ça qui va changer le rôle des infrastructures. Alors, on parle aussi beaucoup des bâtiments, mais aussi de l'usage en fait, que font les habitants de leurs bâtiments. Comment est-ce que vous pensez que les acteurs, on va dire, de la construction, ou encore une fois, de tout ce qui est l'enveloppe des bâtiments, vont s'impliquer ou pas? Ils vont s'adapter. Nous, par exemple, si vous voulez, il se trouve que, si je prends Saint-Gobain, on fait beaucoup, on travaille de plus en plus la modularité. Au moment cette année, en 2021, on est en plein boom dans Saint-Gobain. En fait, on bénéficie beaucoup de la situation sanitaire en ce moment parce que les gens qui ont été en télétravail ou qui sont en télétravail, ça veut dire qu'ils passent plus de temps chez eux, ils se rendent compte des tas de problèmes qu'il y a chez eux, ou de réaménager l'espace pour pouvoir avoir un bureau ou un coin de bureau. Et donc, si vous voulez, partout dans le monde, les gens rénovent en ce moment. Et ça va durer, je pense, parce que après, il y a des plans de rénovation énergétique. Donc, la rénovation est un élément très important. Et quand vous rénovez, vous aménagez l'espace, très souvent. Donc, oui, il y a l'espace parce que il va être un peu multi-usage. De ce point de vue-là. Les gens, je ne sais pas très bien, c'est probablement le changement le plus important, le télétravail dans cette pandémie. Mais qu'est-ce que ça va représenter dans le futur? J'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, il va y avoir le chez-soi et la distinction entre lieu de travail et lieu d'habitation va avoir tendance à se réduire. Ce qui va être très bien aussi pour le sujet de la mobilité, parce que ça va permettre de réduire les transports. Et puis ça permet de ramener un sujet que vous évoquez dans votre ouvrage, qui est le concept de ville du quart d'heure, de Carlos Moreno, que vous avez reçu. Oui, moi j'aime beaucoup ce concept, voilà. Je trouve qu'il est très puissant. Alors après, il s'applique de manière très différente. Parce qu'en fait, si vous voulez, le point le plus important sur la ville, je crois, c'est qu'il n'y a pas un truc idéal. Et qu'on partira toujours de l'existant. Moi, je ne crois pas au truc où on rase et on reconstruit. D'ailleurs, ça ne va pas se passer comme ça. Quand on construit des villes dans certains pays nouvelles, il faut essayer de les construire bien du premier coup. Mais sinon, chaque ville a son histoire.
Et on ne va pas aller faire la même chose, même à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon. Hein. Mais il y a quand même un concept qui me paraît... Ce concept de la ville du quart d'heure, c'est quoi? C'est en gros dire qu'il faut qu'on ait un peu plus de proximité, de services de proximité. Et la pandémie a bien montré que la majorité, si je prends Paris, des Franciliens, ils faisaient 2 heures de transport par jour. Et quand on y réfléchit, c'est complètement fou. Hein. Et donc, l'idée de repenser... Mais là, vous voyez que le sujet, il est à la fois la mobilité, à la fois les bâtiments, hein, mais c'est une conception beaucoup plus globale. Et donc là, l'acteur le plus important, c'est quand même l'acteur public, hein, qui doit repenser la ville. Donc les maires sont très importants, sachant que si on prend, quand je dis le maire, les frontières géographiques s'atténuent. Si on veut penser la mobilité à Paris, on ne peut pas la penser à Paris. C'est un des gros problèmes qu'on a en ce moment. C'est qu'il faut la penser dans le Grand Paris. Donc on voit bien qu'il faut une vision très holistique de la ville et que avec l'association mais c'est un rôle politique, hein, au départ. Après il faut associer les acteurs, hein, et ça va se faire progressivement. Mais alors, justement, si je reviens sur la ville de la proximité, enfin la ville du quart d'heure, justement, je pense qu'il y a 2 éléments qui sont vraiment intéressants dans ce concept. Le premier, c'est que c'est une approche justement très usagée, habitant-centrique. En fait, ça rejoint le point précédent. C'est vraiment l'idée de dire, en fait, je pense les fonctions avant les lieux, je pense les fonctions qui sont se loger, se déplacer, travailler. Oui, c'est ça, mais pour vous dites habitat, non, centrique, ça peut être travailler centrique. On habite près de là où on travaille, ou vous dites on travaille là près de là où on habite, mais non, pas forcément. Et le deuxième élément, je trouve, qui est intéressant, c'est effectivement que ça met bien en avant cette question de la proximité, dont on voit bien aujourd'hui que c'est un des éléments clés de la qualité ou du désir de vivre en ville que vous évoquez. Oui. Et du coup, je trouve que ça pose la question de cette porosité entre justement le bâtiment et l'espace public. Oui, tout à fait. Et notamment, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du trottoir. Oui, j'ai lu ça, c'est très intéressant ce que vous dites sur le trottoir. Voilà, avec l'idée de dire en fait que finalement c'est l'espace dans la ville qui a le plus de valeur, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est l'espace qui va permettre justement à la transition écologique de se réaliser dans les villes à travers notamment tout ce qui va être lutte contre le réchauffement des villes avec l'installation de bornes rafraîchissantes, des fontaines à eau, toutes les bornes de compostage par exemple, le micro-compostage urbain qui vont avoir lieu au pied des immeubles. C'est aussi le lieu, justement, pour tout un tas d'opérateurs, alors pour le coup issus de la révolution numérique autour de la logistique, de l'explosion du e-commerce et par exemple des nouvelles micromobilités. Et donc, en tout cas, je crois que... Et puis, on a vu aussi qu'avec la pandémie, c'était devenu l'espace le plus résilient de la ville. C'est à la fois la salle d'attente des commerces, c'est le lieu où on va installer des tentes pour se faire vacciner ou dépister. Et donc, en fait, si on fait l'hypothèse que cet espace-là, c'est l'espace avec le plus de valeur et le plus rare dans la ville, finalement, qui demain va le gouverner, qui va le prendre en charge? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que les opérateurs du bâtiment, je pense notamment aux promoteurs, pourraient avoir envie de déborder sur la rue en considérant qu'ils doivent justement mieux maîtriser cet espace autour de leur bâtiment? D'abord, sur les trottoirs, ce qu'on voit le plus depuis 1 an, c'est les restaurants. Alors là, voilà, mais moi, si vous voulez, il y a quelque chose qui manque dans tout ce que vous avez dit, qui me paraît le plus important et qui est une des solutions pour rendre la ville plus désirable, c'est la nature. Moi, je pense que dans vos trottoirs, il va y avoir beaucoup plus d'arbres. Tout à fait. Et je pense que c'est ça. Alors, il y aura les tuyaux de tous les services modernes. Ça prendra moins de place que les tuyaux d'eau qu'on avait, qu'on continuera à avoir, ou les tranchées d'électricité. Mais je pense que l'espace public, il doit être beaucoup plus végétalisé. Il faut remettre la nature en ville. On va avoir les espaces publics, alors on parle des trottoirs, mais en fait, je ne sais pas s'il y aura des trottoirs dans le futur, parce que s'il y a beaucoup moins de voitures, il y aura moins de trottoirs quelque part. Mais je pense que l'espace public est un point très très important, mais je crois que ça doit devenir un espace qui permet de remettre de la nature en ville. Pour moi, c'est le plus important dans cet espace public. Et là où je vous suis complètement, c'est qu'il faut raisonner au niveau d'un quartier beaucoup plus qu'au niveau d'un bâtiment. Ça, c'est clair. Et est-ce que vous pensez que demain, justement, à cette échelle du quartier, qui seront les opérateurs clés? Vous parlez dans votre livre des syndics de copropriété, vous dites qu'ils jouent un rôle très important, par exemple. Est-ce qu'ils sont amenés à se développer, mais à l'échelle non plus d'un bâtiment, à une échelle plus large? Moi, ce que je vois, c'est que les différents opérateurs dont vous parlez, ce n'est pas les mêmes d'un pays à l'autre. Parce que la manière dont s'est structurée la société et les rapports entre les opérateurs publics, les opérateurs privés, ce n'est pas les mêmes. Le rôle de l'architecte n'est pas du tout le même dans les différents pays.
Hein. Le promoteur, c'est un métier qui n'existe pas dans certains pays. Hein. Donc, alors, les fabricants de matériaux, il y en a partout. Bon, hein, moi, je crois que le point le plus important, si on veut faire évoluer et si on veut cette transformation de la ville, dans les sociétés démocratiques, et c'est d'ailleurs plutôt un handicap d'être démocrate dans ce cas-là, enfin, pour des tas d'autres raisons, je pense que c'est mieux, ça va être compliqué parce qu'il va falloir une appropriation, et donc en gros, je crois fondamentalement au rôle du politique, mais ça ne va pas être un politique top-down, si vous voulez. Le temps du baron Haussmann, hein, où on redessinait Paris et on faisait le parc Monceau, ce qui était très bien, hein, et on a fait, je ne sais pas si c'est de là que ça date les trottoirs, mais... hein, enfin, ils existent à Pompidou, puis ils ont disparu, ils réapparaissent je pense que ce temps de très top-down, il est fini. Hein, c'est d'ailleurs une difficulté, c'est que pour transformer la ville, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais ça veut dire qu'il faut associer, c'est le rôle du politique, qui doit d'ailleurs associer les citoyens. Il y a des tas d'expériences dans certaines villes où on essaye d'associer les citoyens, c'est plus compliqué, hein, parce que les citoyens, ils sont très souvent d'accord pour changer à condition que ce soit pas exactement chez eux. C'est le proverbe, le mot, l'expression anglaise « not in my backyard ». Hein, c'est pas que pour les éoliennes que ça marche pour plein d'équipements urbains. Donc il va falloir associer tout ça. Et je pense que les opérateurs privés, ils viennent en support du politique. Hein, moi, je crois beaucoup que c'est quand même le politique. C'est un sujet éminemment politique. D'ailleurs, étymologiquement, la ville, c'est ce qui a donné naissance au mot politique. Hein. Donc c'est vraiment d'abord les acteurs publics et après les opérateurs privés. Je pense qu'ils ont un rôle peut-être plus important qu'à jouer parce que le public, il faut probablement qu'il délègue plus et ça se passera de façon différente selon les villes, selon les pays. Mais il est là quand même pour répondre à un dessein politique. Et alors justement, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, puis là ça rejoint un petit peu ce point précédent, c'est que de plus en plus on voit bien qu'on a de plus en plus d'acteurs en fait, qui interviennent dans la ville. Il y en a des nouveaux. Et il y a des nouveaux. Moi je pense qu'aujourd'hui on voit bien que l'économie sociale et solidaire joue un rôle de plus en plus important. Moi je note une hybridation entre des acteurs traditionnels de l'immobilier et puis des petites associations qui vont avoir... ça c'est bien. Et voilà, mais comment justement, à votre avis, c'est comme les GAFA qui s'intéressent à ça. Alors, il y a deux sujets, justement. Du coup, le premier sujet, c'est comment, à votre avis, les collectivités locales peuvent gouverner ces écosystèmes d'acteurs dont on voit bien qu'ils ne gouvernent pas de la même manière que les entreprises traditionnelles. Hein, puis je pense que on est amené à repenser un certain nombre de clivages, notamment entre le public et le privé, qui est vécu de façon différente selon les pays, sur lequel, en France, on ne peut pas dire qu'on soit les plus avancés intellectuellement sur ce sujet. Dans les opérateurs et dans le public, quand on prononce le mot des entreprises, en général c'est bien, mais il y a encore des îlots de résistance où on pense que les entreprises c'est pas bien. Donc on est quand même à une spécificité française de ce point de vue-là. Donc, mais je pense que le mesure bien. tout ça est quelque chose qui est amené à évoluer. Mais si vous voulez, et donc les nouveaux acteurs de l'entreprise sociale et solidaire, il y a des endroits où ça peut être très bien. Il y a un point qui est très intéressant, dont on n'a pas parlé encore sur l'interaction de ces acteurs, moi qui est très important pour moi, c'est celui de la gestion des ressources et donc si vous voulez, de l'économie circulaire. C'est très très important dans le bâtiment, parce que le bâtiment c'est 50% des déchets dans le monde. Hein, et en fait ces déchets, on peut en faire de la matière nouvelle. Si je prends les matériaux de Saint-Gobain, ils sont recyclables à l'infini. Mais on ne peut pas le faire tout seul, nous. C'est nous qui sommes les plus intéressés à avoir plus, par exemple, de calcin pour nos usines de verre, mais on n'en trouve pas assez. Donc là, on voit bien qu'il y a besoin d'un écosystème qui se crée. Vous parlez de nouveaux acteurs. Je pense que là, il y a de la place pour de nouveaux acteurs. Et je crois beaucoup que les endroits où ça va bien marcher, c'est des endroits où il y a des écosystèmes qui se créent avec différents acteurs. D'ailleurs, dans l'économie sociale et solidaire dont vous parlez, il y a ce sujet est souvent pris. Nous, on travaille avec des acteurs dans ce domaine-là pour récupérer du calcin, donc du verre usagé, pour nos usines. Donc voilà un exemple. Après, la relation entre les collectivités publiques, qui sont d'ailleurs multiples, hein, et qui doivent évoluer, parce que, comme je l'ai dit, les frontières juridiques ne sont pas forcément les appropriées pour régler les problèmes de demain, et ces différents opérateurs, écoutez, je pense qu'il faudra qu'on soit pragmatique là-dessus, et que chacun comprenne qu'il ne peut pas tout faire tout seul.
Et alors justement, dans votre ouvrage, vous parlez aussi de la logistique du dernier kilomètre. Je fais le lien avec l'économie circulaire parce que vous insistez sur le fait que justement, vous allez amener vos matériaux au plus près des chantiers, que vous allez ramener les matériaux à recycler. Quelle est votre vision en fait de cette logistique du dernier kilomètre? On voit bien aujourd'hui qu'elle est en plein bouleversement. Oui, je pense d'abord qu'il faudra qu'elle soit décarbonée. Donc ça passe par les véhicules principalement? Ça passe par des types de véhicules différents. Et puis, ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise. Oui, parce que de toute façon, si je prends les produits du bâtiment, c'est des produits qui sont assez lourds, pondéreux, pas cher au kilo. Hein, et donc, la logistique, c'est très compliqué. Donc, il va falloir l'adapter pour minimiser les nuisances, hein, et quand même que la logistique soit assurée. Alors, si on pourrait imaginer, je reviens du coup sur la question du trottoir et de l'espace public, que justement, une partie, que des sortes de containers modulables en fait soient développés dans l'espace public qui pourraient accueillir en fait des petites plateformes d'économie circulaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que là, il y a des tas de choses qui sont possibles. On voit des expériences diverses. Il y a des tas de start-up qui sont créées sur ces sujets-là. Nous, on les regarde de près parce que c'est des gens qui, comme une fois, on a des besoins dans ce domaine et on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Vous avez, si je prends l'économie circulaire, en France, il y a une loi qui est en cours qui va mettre du temps d'ailleurs, c'est plus compliqué que ce qu'a cru le gouvernement, donc il y a un peu de retard, mais pour organiser cette collecte et ce système, on va avoir des nouveaux acteurs. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels l'avenir n'est pas complètement ouvert, il peut y avoir des évolutions importantes. Mais il va falloir avoir en tête que sur tout ça, le point de départ, c'est de réduire les nuisances environnementales dans tous les domaines, et avec une augmentation d'une manière ou d'une autre du prix du carbone, pour que tout ça avance plus vite. Alors après, on dit aussi que chaque fois qu'on envoie un mail, on émet beaucoup de CO2. Cette question du caractère très énergétivore, en fait, finalement, du numérique, comment vous le voyez? Et puis c'est une manière pour moi, c'est aussi une manière pour moi de vous réinterroger sur la place de ces plateformes. Dans votre livre, vous évoquez notamment le projet qui avait été très controversé de Sidewalk Labs à Toronto, qui s'est arrêté. J'ai pas tout à fait su quelle était votre position en lisant le livre. Je vous ai senti assez timide en fait dans votre expression. Non, mon sentiment, il est très clair, c'est que je vous ai déjà dit, je pense que le numérique et les nouvelles technologies ne feront pas tout. Par contre, je pense qu'elles sont utiles, mais il faut qu'elles soient vues comme étant au service des gens et pas comme Big Brother. Le problème de Toronto, c'est que vous avez eu... Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les habitants de Toronto ont eu l'impression qu'on allait utiliser toutes leurs données, leur piquer toutes leurs données, tout ce qu'ils faisaient, pour je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui leur échappe. Voilà. Donc c'est un des gros sujets des GAFAM aujourd'hui. C'est que, donc je ne suis pas du tout, je pense que le numérique peut rendre énormément d'usages, mais il faudra qu'il le fasse dans un contexte, et on est encore plus sensible à ça, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est en Amérique du Nord que ça n'a pas marché, on est beaucoup plus sensible encore à ça en Europe, il faudra qu'il le fasse dans un contexte où on respecte les libertés individuelles. Alors les lois européennes sont plus protectrices. Donc je ne crois pas du tout que... Je pense que les nouvelles technologies, et notamment la donnée, est un élément extrêmement important qui va permettre de faire... Sur la mobilité, ça va permettre de faire des gros progrès. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit utilisée intelligemment et qu'il y ait une appropriation. Et donc, voilà, je pense qu'il faut faire attention à Big Brother. Alors, encore une fois, dans votre livre, ce que je trouve très intéressant, on voit bien comment vous vous projetez et que vous identifiez à la fois plein de défis et puis plein de pistes de solutions. Peut-être quels seraient un peu les points d'incertitude que vous avez? Qu'est-ce qui vous rend perplexe? Qu'est-ce qui vous interroge en fait? C'est la vitesse avec laquelle on va être capable de faire ces transformations. Et notamment, si vous voulez, à cause de la lenteur du processus de décision publique dans nos sociétés démocratiques. C'est ça qui m'interroge. Qui ira moins vite que les évolutions dont on a besoin? Oui. C'est bien le problème qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez. C'est qu'on voit bien, et la COP26 l'a montré, on n'est pas complètement en ligne avec la trajectoire qu'il faudrait sur ce sujet. Et ça, je pense que... alors peut-être que ça va s'accélérer, les opinions publiques vont essayer de pousser les gouvernements à aller plus vite, mais comme on voit qu'une bonne partie du problème il est lié à la mobilité, qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs que le bâtiment, et quand on voit la vitesse à laquelle ça va, je suis inquiet qu'on mette trop de temps, si vous voulez. Et qu'est-ce qui permettrait d'accélérer ça?
je ne suis pas un partisan des dictateurs. Donc je pense qu'in fine, le fait qu'il y ait une appropriation démocratique est bien, parce que, mais il faudrait quand même réduire, il faut réduire les procédures administratives qui sont trop compliquées quand même, dans beaucoup de domaines. Vous savez, quand on est un acteur du bâtiment et qu'on voit le temps entre pour avoir le permis de construire et entre le permis de construire et tous les problèmes qu'il y a après pour... regardez, dans l'immobilier non résidentiel, c'est dramatique ce qui se passe en France de ce point de vue-là. Le nombre d'années qu'il faut pour faire un chantier. Voilà, donc il faut aussi simplifier nos procédures. Le fait qu'on a quand même beaucoup de collectivités en France, le millefeuille territorial, ça n'aide pas. Et chacun veut jouer un rôle et il va falloir simplifier tout ça un jour ou un autre. Et par exemple, comme je suis d'enseignement... Et donner probablement plus de rôle au privé, pour revenir à votre point. À des étudiants qui voudraient travailler dans la ville pour la transformer dans le sens justement d'une ville plus écologique. Pour vous, où est-ce que vous leur conseilleriez d'aller? Pour vous, c'est où vont se jouer les grands chantiers des transformations les plus importantes? Après, il y a des tas de manières de l'aborder, ce chantier. Il y a les services des collectivités. Qui sont vraiment votre manière. Il y a des opérateurs privés, enfin je veux dire, il y a plein de manières de travailler. Nous, chez Saint-Gobain, on travaille sur ces sujets-là, à essayer la raison d'être de Saint-Gobain, on l'a formulée en anglais, de façon précise, Making the World a Better Home. Donc c'est au centre de ce sujet. Donc travailler chez Saint-Gobain, c'est participer à ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont travailler à améliorer et à transformer la ville. Les architectes, les promoteurs par certains côtés, enfin tous ces acteurs. Voilà. Parce que je pense encore une fois, ce qui est intéressant, et c'est un peu la vision que vous avez, c'est qu'il va falloir que ces acteurs, ils évoluent et que les relations qu'ils ont les uns avec les autres deviennent plus fluides. Et je crois que la technologie va aider à ce que ces relations soient plus fluides. Alors, dans votre ouvrage, vous disiez que vous étiez plongé dans toute une relecture d'un certain nombre d'ouvrages, d'entretiens. Peut-être, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Quelles sont les réflexions sur la ville, les auteurs qui vous inspirent le plus par rapport à l'idée justement de fabriquer des villes plus écologiques demain? Ce qui me frappe, j'aime beaucoup l'histoire. Et donc, quand je regarde l'histoire de la ville, je pense que les éléments culturels sont très importants. Et je pense que il n'y a pas de recette miracle et qu'il faut partir de l'existant et de l'âme de chaque ville. C'est ça qui est extrêmement important. Et après, on peut s'inspirer de bonnes pratiques, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein, je veux dire, d'endroits où on progresse. Si on prend les sujets qui sont à la base de ce livre, qui sont les sujets écologiques, si vous voulez, on a beaucoup à apprendre des villes scandinaves qui sont en avance. Voilà. Et oui, je pense, on est en train de construire des villes qui sont à la fois plus durables, mais aussi plus agréables, plus confortables, et à retrouver à vivre ensemble. Alors, avec un élément qui est aussi assez difficile, qui est, je pense que la ville de demain, elle devra être plus inclusive. Et donc redonner de la mixité dans les grandes villes, c'est un sujet qui n'est pas facile. Il y a un certain nombre de villes qui s'y attachent, mais c'est très compliqué. Et alors justement, je partage avec vous cette question que ce sujet des inégalités, il est majeur. En fait, à votre avis, quelles seraient les pistes pour le traiter concrètement? Encore une fois, du point de vue d'opérateur, pour le coup, essayer. Non, mais c'est pas un opérateur, c'est vraiment un sujet politique là encore. Mais je pense, si vous voulez, qu'il faut le pire, c'est la ghettoisation. Et la ville nouvelle. La ville nouvelle, année 1960, c'était justement séparer tout. Et ça, on a créé, si vous voulez, ces ségrégations de facto spatiales. Bon. Donc je pense il y a des lois dans différents pays, et il faut après les appliquer intelligemment, mais je pense qu'il faut des règles au niveau politique pour essayer de retrouver cette mixité qui est beaucoup plus difficile dans les centres-villes compte tenu de l'effet rareté et donc du prix de l'immobilier qui est un vrai sujet. Mais il y a des politiques publiques qui permettent d'aller contre.
J'ai découvert hier ce livre de Paris, Ville invisible de Bruno Latour et Émile Hermans. C'est la réédition d'un ouvrage qui a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il cite Peter Sloterdijk et il dit « La politique n'est pas la révolution, mais l'explicitation, c'est-à-dire le dépliage des éléments artificiels dont on ne savait pas jusque-là que nous dépendions pour exister. La politique, autrement dit, c'est une question d'air conditionné. » Et je vous cite cette phrase parce que ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ce que j'ai apprécié dans nos discussions, c'est vraiment le fait de dire, en fait, je crois que cette question de comprendre le rôle des différents opérateurs de la ville, comment chacun intervient, on a pu aborder des sujets qui peuvent paraître techniques, comme la question de qui gouverne les écosystèmes, mais je crois que justement la compréhension fine de tous ces mécanismes, en fait, aussi les mécanismes de financement, par exemple, que vous évoquez dans votre ouvrage, je crois que donner à les comprendre, ben, c'est faire œuvre utile, en fait, parce que justement, c'est donner après les moyens à chacun de construire, participer à la construction de la ville qu'il souhaite. Voilà, je voulais partager avec vous. Non, mais je suis tout à fait d'accord, et je pense, si vous voulez, que transformer la ville pour la rendre plus désirable, c'est un projet qui va impliquer énormément d'acteurs, mais c'est un projet, et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est un projet qui fondamentalement, encore une fois c'est l'étymologie du mot politique, hein, qui est un projet politique, qui est comment est-ce que sur cette terre où on va être de plus en plus concentré, on va vivre ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est un des sujets les plus importants dont nous venons de parler, qui est celui auquel on va avoir à faire face dans les 30 prochaines années. Voilà. Merci de cette discussion.